Justicia vous parle de droit et ses obligations et de ses devoirs. Justicia il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Par qui sommes-nous jugés? Les juridictions sont les cours et tribunaux qui rendent les décisions de justice. Ces décisions concernent les personnes privées qui peuvent être de personnes physiques ou de personnes morales, entreprises, syndicats ou associations, ou des personnes publiques, l'État, une administration ou un établissement public, comme un hôpital. Les litiges entre les personnes privées sont traités par les juridictions appartenant à l'ordre judiciaire. Les litiges impliquant des personnes publiques sont du ressort de l'ordre administratif. En cas de litige, c'est une juridiction dite du premier degré qui rend une décision. Si une personne souhaite la contester, elle peut faire appel. Et voilà, vous faites bien d'être branché en ces moments pour vous parler de droit. Une fois de plus, nous parlerons aujourd'hui sur le rôle et fonctionnement de la 4e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, avec comme invité M. Henri Noël Moufouta, magistrat, président de la 4e chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Alors, Monsieur le Président, je vous salue. Bonjour. Bienvenue sur Injusticia. Merci. Voilà, nous parlerons aujourd'hui sur le rôle et fonctionnement de la 4e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville. Vous, en tant que président de la 4e chambre correctionnelle, que pouvons-nous comprendre par notre thème du jour ou par la chambre correctionnelle? Bien, merci madame. La chambre correctionnelle, c'est une juridiction qui est pénale, donc qui se charge de juger les affaires pénales. Les affaires pénales en matière de délit. Donc c'est différent d'une chambre civile qui, elle, se préoccupe de juger, a le rôle, plutôt je voulais dire, a le rôle de rendre des décisions en matière civile. Donc, nous avons les coups et blessures volontaires, nous avons les adultères, nous avons les viols par rapport à la nouvelle législation, etc., etc. C'est ça qui constitue notre champ d'application. Alors, en quoi celle-ci est différente des autres chambres? Est-ce que la chambre correctionnelle se diffère des autres chambres? Bon, toutes les chambres correctionnelles jugent le même type d'affaires. Mais la chambre correctionnelle diffère du tribunal du travail, du tribunal de commerce et du tribunal civil. Donc la différence est sur les matières que nous jugeons. C'est ça qui différencie chaque chambre, si vous voulez, chaque juridiction, pour bien parler. Voilà, alors quel serait son rôle ou son fonctionnement précis? Le fonctionnement de la chambre correctionnelle, c'est de juger. Notre rôle, c'est juger. Et nous travaillons avec le parquet. Quand les affaires quittent la police, elles sont transmises au parquet du procureur de la République de Brazzaville. Le procureur de la République de Brazzaville juge de l'opportunité de la poursuite et choisit la chambre. Déjà, vous entendez 4e, donc il y a déjà 4 chambres correctionnelles. Je crois que nous sommes 5 chambres qui jugeons à Brazzaville en matière correctionnelle. Quand le procureur a pris sa décision, il transmet le dossier ou il renvoie le dossier, pour bien parler,
à notre juridiction ou à l'une des 5 juridictions. Et à ce moment-là, nous, quand nous recevons le dossier qui est ouvert au niveau du parquet, nous fixons une date d'audience. Et à la date, advenue cette date-là, nous sommes dans la grande salle du tribunal de grande instance, la salle d'audience, et là, nous commençons à appeler les parties pour instruire chaque affaire. À l'issue de l'instruction, qui peut prendre quelques jours, quelques temps, nous rendons la décision. Mais nous rendons aussi les décisions sur le siège si cela s'avère nécessaire. Je prends le cas de quelqu'un qui a été saisi en flagrant délit dans un marché. Il arrive, l'audience se tient, on le défère directement dans la salle. Nous pouvons le même jour instruire l'affaire et rendre la décision. Donc vous jouez exactement le même rôle que la police? Non. La police, le rôle est joué par le directeur de la police, qui est le procureur de la République. La police fait des investigations, mène des enquêtes, et lorsqu'ils estiment que les faits sont établis, ils nous défèrent la personne. Mais ils défèrent au procureur de la République. Le procureur de la République, en fait, c'est comme chez nous, il y a une seule norme. Il est également un juge, mais il ne rend pas les décisions. On l'appelle monsieur le procureur, c'est lui qui est chargé de la poursuite, c'est lui qui dirige la police judiciaire. Donc nous, notre rôle, c'est de rendre les décisions de justice sous l'assistance du procureur de la République, qui lui également nous propose les peines, parce qu'il est chargé de l'application de la loi. Donc voilà la différence qu'il y a entre la police et nous. Mais hormis ça, vous ne traitez que le matière pénale? Nous ne traitons que les matières pénales. Mais il y a quelle différence entre le matière pénale et le matière civile? Les délits, donc, qui sont de notre compétence, les délits sont prévus par la loi. Parce que nul ne peut juger si la loi n'a pas prévu l'infraction et la peine. Par contre, une affaire civile, je prends le cas du divorce. Il y a un couple qui s'est marié et qui, en ce moment-là, n'arrive plus à s'entendre et qui décide de se séparer. Ils vont vers le juge civil. Il y a une affaire, il y a un règlement de propriété entre deux parties qui se disputent une parcelle. Ils vont devant le juge civil. Donc, il y a un employé qui a perdu son emploi et qui estime qu'il a été licencié abusivement, illégalement. Il porte plainte, mais cette fois-ci, plutôt il fait une requête, mais cette fois-ci il fait la requête au niveau du tribunal social, qui est le tribunal du travail. Il y a deux commerçants qui ont un conflit, ils sont devant le tribunal du commerce. Donc, c'est ça un peu la différence avec les autres juridictions que nous avons au tribunal. Président, vous venez à peine de parler sur les délits. J'aimerais savoir la différence qui existe entre les délits et les contraventions. Cette classification est faite également par la loi. Un délit, c'est une infraction à la loi pénale, mais qui est classifiée par le législateur dans la catégorie des délits. Un délit, c'est donc une infraction, c'est comme je disais tout à l'heure. Vous avez porté des coups et causé des blessures à une personne, et bien ça c'est un délit. Il y a aussi les contraventions qui sont, qu'on n'appelle pas délits, mais des contraventions, c'est-à-dire que c'est des infractions mineures qui sont également causées par quelqu'un, mais le quantum de la peine est inférieur à la subdivision que la loi a eu à apporter, à la classification qui est faite par la loi. Donc, par exemple, les infractions qui sont condamnées, c'est-à-dire lorsque nous condamnons, on est au-dessus d'une année. Voilà, donc quand c'est plus, donc c'est un délit.
Voilà. Et le meurtre et l'assassinat, ce sont des délits? Ce sont des crimes. Ah, okay. C'est pour ça que je ne les ai pas évoqués, parce que ce n'est pas de notre compétence. Voilà. Ce n'est pas de la compétence d'une chambre correctionnelle. Voilà. Est-ce qu'un délit commis par un majeur aura le même peine qu'un délit commis par un mineur? Non, c'est pas possible, parce que le mineur est jugé par une juridiction spécialisée qui est le tribunal pour enfants. C'est vrai qu'un enfant peut être condamné, parce que souvent nous avons également des cas où un mineur est en association avec des majeurs et ils commettent un crime ensemble. Lorsque le mineur arrive au tribunal, il est orienté vers madame le président pour enfants. Madame le président du tribunal pour enfants, si vous voulez que je précise ça normalement. Donc, et les peines sont quelque peu des peines d'admonestation. Et c'est beaucoup plus la réparation civile de ce côté-là que la condamnation pour mettre un mineur en prison. Donc il y a cette différence-là. Le majeur sera condamné peut-être avec beaucoup plus de sévérité, selon les cas, mais le mineur, en fait, on l'amène à être resocialisé beaucoup plus rapidement. Les peines sont beaucoup plus douces. C'est pour ça qu'il y a un juge spécialisé qui voit comment resocialiser cet enfant plus facilement dans la société. Une justicia. Voilà, une justice en continu, toujours sur notre thème du jour, le rôle et le fonctionnement de la 4e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, avec comme invité M. Henri Noël Moufouta, magistrat président de la 4e chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Quelles sont les compétences du tribunal de grande instance? Quels sont les critères de compétence du tribunal correctionnel? La compétence du tribunal correctionnel, c'est qu'elle est compétente en matière de jugement de délit. Voilà. Mais vous n'êtes pas assez différent du tribunal d'instance? Le tribunal d'instance, c'est une institution qui s'occupe particulièrement d'une partie civile, elle est compétente en matière civile. Elle est compétente en matière correctionnelle également, mais en ce qui concerne les contraventions. Donc c'est un tribunal de Saint-Police également, le tribunal d'instance. Notamment les contradictions, les infractions au code de la route. Donc il y a également des délits mineurs, enfin je vous ai dit des contraventions qui sont de leur compétence. C'est différent. Nous ne jugeons pas réellement les contraventions parce que, sauf lorsqu'elles sont connexes avec des délits. Voilà. Quelle différence existe-t-il entre une compétence rationnée matérielle et une compétence rationnée personnelle? C'est-à-dire que notre tribunal est saisi parce que la matière, donc le délit, elle est nôtre. Donc à ce moment-là, nous jugeons parce que le dossier qu'ils nous ont envoyé est de notre compétence. Donc notre compétence rationnée matérielle est retenue. Maintenant, la compétence rationnée personnelle, c'est que la personne qui est renvoyée devant le tribunal, c'est celle-là que nous jugeons. Nous ne pouvons pas juger une autre personne. Nous ne pouvons juger que la personne que le parquet a déféré devant nous. Donc c'est lié à la personne en fait. C'est lié à la personne, c'est-à-dire que le parquet, quand il nous envoie sa citation de saisine, il nous dit, vous allez juger Madame Malaïka. Madame Malaïka a commis tel délit, donc elle est renvoyée vers vous. Je ne peux pas me préoccuper de juger une autre personne à votre place, parce que la personne ne m'est pas renvoyée. Et que direz-vous par rapport à la compétence rationnée, Loki? Il faut que, ça veut dire que le délit qui m'est renvoyé, c'est perpétué dans la circonscription judiciaire qui est la nôtre, qui est celle du tribunal de grande instance. Si les faits se sont passés à Ouesso, il faut une autre procédure pour que le dossier arrive chez nous. C'est-à-dire que c'est une décision qui est prise à un autre niveau.
Par exemple, que le tribunal là-bas ne fonctionne pas, on envoie les dossiers et on dit, bon, envoyez les dossiers à telle chambre, à ce moment-là, nous sommes compétents. Mais sinon, si les faits se sont déroulés à Pointe-Noire, nous ne sommes pas compétents. C'est la compétence rationnelle aussi. Voilà. Alors, quelle serait la juridiction compétente pour juger un président de la République, ou le membre du gouvernement, le magistrat, les avocats, au cas où ils commettent le délit pendant l'exercice de leurs fonctions? Quelle serait le tribunal compétent ou la juridiction compétente? La juridiction pour un président de la République, c'est la haute cour de justice. Bon, maintenant, le président a commis un délit. Il va donc arriver devant un tribunal. Non, c'est une haute cour de justice qui le juge. Et il est quand même un peu incongru de penser que le président de la République commet des délits, hein, tel qu'il vit. Il n'a pas les mêmes contacts que nous. Si la preuve, je prends un délit que pourtant il peut être au volant d'une voiture, il commet un homicide involontaire ou des blessures involontaires, mais c'est difficile de l'imaginer parce que le président, il a un chauffeur. C'est pas lui qui est directement en train d'être l'auteur d'une infraction de ce genre-là. Maintenant, pour les grands délits, pour les grands crimes, c'est-à-dire que atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, forfaiture, le président ne vient pas dans les juridictions de droit commun. Le président est jugé au niveau de la haute cour de justice qui juge les ministres, donc les membres du gouvernement. Bon, les magistrats, c'est quand même quelque peu différent, et les avocats. Eux, ils peuvent être justiciables devant les juridictions de droit commun. Si on l'autorise pour un magistrat, parce que le magistrat, pour être jugé, il faut que la chambre judiciaire, la chambre pénale le renvoie. C'est-à-dire que lève son immunité juridictionnelle pour qu'il soit un justiciable ordinaire. Les avocats, ils sont passés dernièrement, il y avait un dossier, ils sont même en ce moment pris à la maison d'arrêt. Ils n'ont pas besoin d'une procédure spéciale, sinon qu'ils sont assistés par l'ordre des avocats qui voient si vraiment le fait s'est établi, il est traité par rapport à sa fonction, quoi. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un concours d'infraction? Un concours d'infraction, on parle de concours d'infraction lorsque un ou plusieurs délinquants ont commis plusieurs infractions à la fois. Il a commis un crime, il a commis un délit, il a blessé quelqu'un, il a aussi volé dans la foulée. C'est un concours. Des infractions qui se suivent à même moment. Qui sont faites au même moment. Ok. Oui. Voilà, alors quelles seront les peines prévues pour ces concours? À la fin, il faudra globaliser, hein, dans notre justice. À la fin, on prend la peine la plus haute. On ne va pas faire pour ceci, vous serez condamné à 2 mois, ceci pour 1 an. On prononce la peine la plus haute et vous êtes jugé. Voilà. Alors, y a-t-il une différence entre l'auteur de l'infraction, les co-auteurs ou les complices d'une infraction? Il y a une différence entre les trois personnages ou les 3 infracteurs? Normalement, l'auteur de l'infraction peut être accompagné. Enfin, un auteur peut être accompagné de plusieurs autres personnes. Ceux qui l'accompagnent sont soit des complices, soit des co-auteurs. Je prends le cas de quelqu'un qui se fait assister par un de ses camarades qui a une voiture. Il vole et le chauffeur l'attend dehors, il accompagne avec le butin et il se le partage. Maintenant, au moment où ils sont en train de travailler, l'autre est complice. Si ce n'est pas lui qui est vraiment à la véritable tâche, mais c'est un complice. Voilà, alors quelle serait votre compétence à vous, votre compétence parmi les 3 infracteurs? Si ce sont des infractions. Si l'un d'eux est mineur. Si l'un d'eux est mineur, il sera renvoyé devant
Madame. Donc vous allez écarter le mineur? Oui, il sera jugé par la juridiction spéciale qui est la juridiction des mineurs. Une justicia. Et voilà, nous sommes toujours en train de parler sur le rôle et les fonctionnements de la 4e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville avec M. Henri Noël Mofouta, magistrat président de la 4e chambre correctionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'une exception d'incompétence? L'exception d'incompétence intervient lorsque un dossier nous est transmis, nous commençons à instruire, les avocats ou le procureur de la République qui est avec nous à l'audience soulève cette exception d'incompétence. Je prends un cas, nous commençons l'affaire et le procureur de la République ou un avocat de la défense, soulève l'exception de compétence en disant, je prends le cas que l'on a visé une infraction qui n'est pas de notre compétence. On vise un article qui est de la compétence, qui prévoit une infraction qui est de la compétence de la cour criminelle. Comme nous ne jugeons pas les crimes, nous devons nous déclarer incompétents, nous-mêmes, sans que nous ayons des états d'âme. Lorsqu'on nous rappelle et que nous regardons, nous vérifions que l'exception qui est soulevée est bel et bien avérée, nous nous disons non, nous sommes incompétents, nous jugeons en quelque sorte, c'est-à-dire nous nous déclarons incompétents. Et nous demandons au ministère public, donc au parquet, de changer l'infraction pour que ça aille à la juridiction compétente. Et qu'est-ce qu'une convocation? Nous dessaisissons. Voilà. Nous nous déclarons incompétents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une convocation et quel serait son délai? Bon, une convocation au niveau de la chambre correctionnelle, nous parlons beaucoup plus de citations. N'empêche que dans l'administration, nous pouvons faire lorsque nous administrons, nous pouvons convoquer quelqu'un qui vient parce que c'est peut-être plus poli, c'est une autorité que nous appelons pour qu'il vienne, nous écrivons. Mais la citation, c'est le document par lequel nous faisons venir au tribunal, donc la citation, elle est faite d'ailleurs par le parquet. Nous demandons à une partie qui a un procès chez nous de se présenter au tribunal. Est-ce que ça a une durée? Une convocation, c'est quelque chose qui est utile à un moment. Lorsque ce n'est plus utile, vous ne convoquez plus. Si vous avez lancé et que ce n'est pas revenu, vous refaites la convocation. Si la convocation est partie, on n'a pas trouvé la personne. On dit par exemple qu'elle vit à telle place, elle s'est déplacée, surtout qu'il y a beaucoup de déplacements parmi nous. Nous sommes beaucoup plus locataires que souvent propriétaires de maisons. Et bien on se déplace. On refait la convocation. On dit allez-y là-bas. Elle était sortie d'ici où elle louait. Elle a eu une autre maison, mais dans tel quartier. Nous faisons la convocation parce qu'elles sont plus utiles. Dès que la personne se présente, en fait, cette convocation ne se justifie plus, puisque contradictoirement, elle sera la date de renvoi de l'audience. Dès que la personne ne se présente pas ou ne veut pas se présenter, qu'arrivera-t-il? Lorsque la personne ne se présente pas, et si la personne, parce qu'elle nous met en difficulté également, c'est ça vraiment les difficultés de la chambre correctionnelle, lorsque la personne ne se présente pas 3 à 4 fois, ce que nous faisons en ce moment-là, c'est que nous citons la personne à parquet, c'est-à-dire qu'on fait une citation spéciale, on peut le citer à mairie, on dépose la citation à la mairie, on peut déposer la citation au niveau d'un chef de quartier, du maire et tout, pour voir qui peut l'atteindre. Et avec la citation à parquet, qu'elle se présente pas, nous jugeons. Nous jugeons par défaut à ce moment-là. Quelle différence existe entre une peine criminelle et une peine correctionnelle? Y a-t-il une différence entre les deux? Une peine est une peine. Elle est prévue par la loi. Que ce soit le juge criminel, que ce soit le juge correctionnel, lorsqu'il juge, la peine là, c'est une peine. Je ne vois pas comment on va les comparer. Et ça n'a aucun intérêt en fait.
Ça, c'est une peine correctionnelle. Que ce soit la peine correctionnelle, que ce soit la peine correctionnelle, la personne, si on décide qu'elle soit à la maison d'arrêt, sera à la maison d'arrêt. Que ce soit la peine criminelle, si on décide que la personne bénéficie d'un sursis, la personne bénéficiera d'un sursis. Il va purger sa peine chez lui. Vu que vous venez de parler de la peine de sursis, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'une condamnation avec sursis? La condamnation avec sursis ne prive pas la personne condamnée de la liberté. La personne est libre de ses mouvements, quitte à elle de ne plus commettre dans ce délai-là. Donc le sursis, c'est qu'on sursoit à l'exécution de l'emprisonnement qui a été pourtant prononcé, mais on laisse la personne libre. Donc il n'est pas condamné? Non, il est condamné. Il est même condamné, je prends un exemple. Alors la criminelle, on dit 5 ans avec sursis. On dit 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Mais la personne n'est pas gardée à la maison d'arrêt. Voilà. On ne la prive pas de liberté. Voilà. Je voulais seulement savoir par rapport à ce que vous venez de dire, si à quel moment la décision de justice peut devenir définitive. La décision de justice pour devenir définitive, elle doit épuiser toutes les voies de recours. Lorsque nous, à la correctionnelle, nous jugeons, si la personne qui a succombé n'est pas satisfaite de la décision que nous avons rendue, cette personne-là a le droit de faire appel pour que la cour d'appel, dans sa chambre correctionnelle, vérifie si nous avons bien jugé. Si nous n'avons pas bien jugé, elle réforme notre décision. De même, lorsque la cour d'appel finit de juger, la personne a la possibilité de saisir la Cour suprême. Donc la voie reste ouverte là. Et lorsque la Cour suprême a fini, donc on a épuisé toutes les voies de recours, à ce moment-là, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Donc elle est maintenant une décision définitive. Mais l'autorité de la chose jugée pose également le fait que il faut quand vous avez gagné un procès, vous allez signifier à la personne, par voie d'huissier, vous signifiez à la personne que vous avez succombé. C'est moi qui ai gagné. Et à ce moment-là, la personne là exerce ses voies de recours. C'est un droit très important pour les justiciables, pour les parties au procès. Voilà. Donc quand ça atteint l'autorité de la chose jugée, le greffier en chef appose donc ce cachet-là sur la grosse, la décision est définitive. Donc la procédure est longue, mais tout autant, nous jugeons et puis il n'y a pas de contestation, aussitôt la décision est signifiée et exécutée. Monsieur le Président, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé ou un mot de la fin par rapport à notre thème du jour? Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire que vous m'avez posé tout à l'heure une question qui était très, très utile, qui m'a inspiré que nous avons des problèmes. Il y a beaucoup de parties civiles qui se plaignent que mon dossier est au tribunal. Je vais là-bas tous les jours, mais le délinquant ne se présente pas. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que même si la personne, on ne la trouve pas, nous, on doit juger. On peut la juger par défaut. Et lorsque on va chercher à lui signifier la condamnation, parce qu'en fait la condamnation, elle devient ferme pour contraindre la personne à revenir vers le tribunal. À ce moment-là, nous voulons dire à ceux qui nous suivent que les gens ne doivent pas se décourager lorsqu'ils ne voient pas le délinquant, celui qui lui a porté préjudice, qui n'est pas au tribunal. Ça ne veut pas dire qu'on ne le juge pas. On le jugera toujours par défaut. En plus, nous avons également une difficulté pour expliquer quelquefois la longueur de nos instructions. Nous avons une difficulté, je disais tout à l'heure que les Congolais sont très nomades. On ne reste pas toujours fixe dans une même parcelle. On peut se déplacer. Et au moment où la procédure est instruite par la police, il se faisait que la personne vivait à Mungali.
Mais lorsque le dossier arrive au tribunal, au parquet et est renvoyé dans une chambre correctionnelle, eh bien la personne là a pu changer d'adresse. Et nous n'avons pas la nouvelle adresse. Si la partie plaignante aussi n'a pas l'adresse, eh bien souvent ce dossier-là est un peu difficile à piloter jusqu'à la fin, jusqu'au jugement. Voilà, parce qu'on ne la joint pas. Donc on va juger par défaut. À charge pour la personne qui a été condamnée par défaut de revenir au tribunal pour opposition, venir dire je n'étais pas informé, je n'ai jamais reçu les convocations, mais voici, je veux qu'on juge de nouveau l'affaire. Et la même juridiction connaît de l'affaire et juge. Malgré le défaut, la personne qui est condamnée par défaut revient au tribunal. Elle revient, on juge de nouveau. In justitia. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin. Comment traduisez-vous l'adage non bis in idem? Ne pas juger deux fois pour les mêmes faits. Je vous remercie d'être passé à Injusticia. Merci, madame. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission. Nous avons reçu M. Henri Noël Moufta, magistrat, président de la 4e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, qui nous a parlé sur le rôle et le fonctionnement de la 4e chambre correctionnelle. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie toute mon équipe technique. Et c'était Injusticia avec Adams Malaika. Ciao. Se retrouvent condamnés, puis sa vie à leur droit, parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il ose pas Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.